Donc bonjour à tous. Je vais intervenir sur un sujet, les marchés publics. Alors ça peut paraître très spartiate comme ça. Je vais essayer de le rendre aussi vivant que possible. Et pour introduire le sujet, parce que je sais que ça ne parle pas forcément à tout le monde, sachez qu'il y a un rapport entre les marchés publics et le numérique. La carte que vous voyez, donc réalisée avec carte et données, ce sont les principaux fabricants d'armes dans le monde. Et ce que vous voyez sur le graphique ici, on a ici la moitié des fabricants, le chiffre d'affaires, sont des Américains. Pourquoi je me suis permis de mettre ça? C'est que le numérique, tous les leaders du GAFAM et autres, s'ils sont là, c'est que c'est par des marchés publics à l'origine, car l'armée américaine est un grand pourvoyeur d'ordre. Et suite à la Seconde Guerre mondiale, les Américains sont leaders en matière d'armement de très loin. Ils ont créé une direction qui s'appelle la DARPA, pour ceux qui connaissent. Et c'est la DARPA, par exemple, qui est à l'origine d'Internet ou à l'origine du GPS. Tout ça pour dire rapidement, et c'est ce qu'une carte permet de résumer, que l'Amérique, via ses marchés publics, soutient toute l'industrie américaine, mais également toute l'avance américaine en matière de technologie de l'information. Ici, je vous ai mis rapidement le F-35, c'est un programme d'avion, 2000 avions vendus, c'est un avion connecté, c'est un programme qui ne marche pas très bien, mais qui a été vendu dans toute l'Europe, et qui fait que vous avez un marché public qui rapporte énormément sur des années et qui participe du marketing territorial. Ce que je vais vous faire comme démonstration, c'est comment les marchés publics interviennent aussi côté collectivité pour aménager le territoire. Je reste un peu sur la même thématique, on va aller dans le détail. Donc vous le savez, avec le Covid, Biden, c'est 6 milliards d'euros de relance. Dans le lot, il n'y aura pas que des marchés publics, mais de nombreux marchés publics d'infrastructures, c'est-à-dire des ponts, des lycées, des circuits d'eau, etc. Avant le Covid, ce que je vous aurais dit, c'est que ce marché, c'est 2500 milliards de dollars. Ici, l'Union européenne, c'est 2000 milliards d'euros, donc la même chose en parité. Quant à la Chine, il n'y a aucune donnée disponible. Alors là, je parle de données parce qu'on l'a dit ce matin, on va le redire ici. Les données en marketing, c'est le nerf de la guerre. Et pour travailler avec cartes et données, c'est également le sujet. Et rapidement, par rapport à mon sujet, vous avez ici le contrat de cloud du Pentagone qui a été gagné par Microsoft. C'est un contrat de 10 milliards d'euros. OVH, c'est à peine 1 milliard d'euros par an. Donc vous voyez la puissance de relais des Américains par rapport à la dépense militaire et comment ils peuvent permettre de faire grossir leurs acteurs clés par rapport à nous autres Européens. La France, justement, c'est un petit peu un poil à gratter. Il y a toujours une dépense publique importante, mais en matière de marché public, vous avez beaucoup d'entreprises comme dans le BTP, dans l'eau, dans l'électricité, où la France joue encore des rôles de leaders mondiaux. Et on pourrait même dire dans l'armement, où elle arrive à titiller les Américains sur certains sujets. Donc maintenant, dans le détail. Vous avez 380 milliards de commandes publiques par an en France. Pour trouver les chiffres que je vous indiquais ici, c'est extrêmement difficile, car les chiffres et la data sur les commandes publiques sont particulièrement dispersés en France. Vous avez ici les différentes sources de data, et vous voyez à quel point les chiffres varient. Alors, si je vous dis ça, c'est pas pour dire que c'est pour vous montrer que derrière les marchés publics qui ressemblent uniquement pour vous à des ronds-points ou à des cantines, il y a derrière beaucoup plus, par an et en France. L'activité d'Osagora, donc moi je suis consultant mais indépendant, donc je travaille avec carte et données avec la plus basse des licences, comme un artisan. Et mon métier, c'est très partiellement carte et données, mais c'est d'accompagner les entreprises du marketing stratégique jusqu'aux auditions dans le cas d'un appel d'offres. Donc la première partie de l'intervention va traiter l'amont, et avec le même outil, la dernière partie présentera la manière dont la cartographie peut augmenter, j'utilise le terme augmenter informatique, les appels d'offres. Quand on est indépendant, et surtout dans mon métier, une des lignes de force est de pouvoir intervenir sur de nombreux sujets. Donc je ne suis pas expert dans tous les sujets, mais je peux intervenir sur le cycle que je vous ai présenté, tant sur la partie stratégique que sur une partie de la data grâce à carte et données. Je ne vais pas faire le chiffrage de l'offre. En revanche, je vais pouvoir faire sortir des données précieuses, tant en marketing amont que pour qualifier l'offre. Donc tout cela comment? Moi, je suis d'origine formation commerciale. La numérique, je ne suis pas tombé dedans étant petit naturellement, mais j'ai fait mes études à Angers, j'ai fait des études d'économie, donc je n'étais pas un scientifique. Donc il y avait une case là-haut avec un créatif qui était assez à l'aise
avec l'informatique. Ce qui fait que dans un métier technique comme l'environnement, j'ai tout de suite bien matché avec les ingénieurs et c'est là que j'ai trouvé pas mal de plaisir. Donc, des appels d'offres, j'en ai fait plus d'une centaine dans ma vie, en particulier dans les métiers de l'eau et dans la propreté, les transports collectifs et d'autres. Bon, les armes favorites, bon, le numérique, mais d'abord le contact réel. Tout métier du commerce, à partir d'une certaine taille, c'est du contact. Pour tous ceux qui travaillent en B2B, vous savez que c'est des rendez-vous multiples en amont qui permettent de gagner une affaire. Beaucoup d'outils numériques dans mon offre. Alors, comme j'interviens sur des aspects communication, c'est plus rare. Et ou du pilotage de pas mal de prestataires. Bon, je pense que vous en connaissez certains ici. Donc, carte et données, on est plutôt dans du chiffre. Klaxoon, le mind mapping, on est plutôt dans un peu d'organisation, mais beaucoup de création collective. Bon, les compétences spéciales, c'est un petit peu. La géopolitique au niveau international, mais ça recoupe le local, puisque dans les marchés publics, vous avez à comprendre très rapidement un périmètre local. Un peu de sport, de la course à pied, deux sorties de 12 km par semaine. Et je suis sensible aux formes, à l'esthétique, ce qui va bien avec les métiers de l'ingénierie. C'est une caricature, mais souvent, ils sont un peu moins à l'aise là-dessus. Donc, le projet ici, c'était entre autres lié aux fusions SOR-Veolia que vous avez suivies, et également au LBO sur SOR à un moment donné, donc je ne cite pas les clients. Le marché de l'eau est très disputé depuis plusieurs années, et même si les marges pour l'instant ne sont pas très élevées, beaucoup prévoient qu'il y aura une explosion du marché de l'eau dans les années à venir. Ça va entre autres avec l'augmentation de la population, mais également avec le réchauffement climatique. Le besoin, c'est de livrer donc une compréhension générale du marché de l'eau. Ces mouvements, c'est-à-dire les contrats sont de très longue durée et arrivent à échéance sur plusieurs années. Identifier à la fois la taille des clients et l'implantation des concurrents. Donc les contraintes, je l'ai évoqué ce matin par rapport à nos amis de la Défense, il y a beaucoup d'open data, il faut la trouver et surtout il faut la nettoyer et il faut la vérifier. Donc pourquoi le choix d'Arctic en particulier? Lorsque j'étais en grand compte, il fallait toujours passer par une DSI, c'est des solutions très très lourdes. Bon, beaucoup connaissent parmi vous les systèmes d'information géographique. Un système d'information géographique, c'est pour localiser une vanne, un tuyau à 10 cm près, en X, Y, Z, et avec un Z où on va faire rentrer pour calculer des pentes, par exemple, pour faire des simulations hydrauliques. Clairement, c'est surdimensionné quand vous êtes en marketing. En marketing, vous avez besoin d'aller vite, d'être assez exhaustif, mais d'aller très vite et pas d'être trop précis. Donc la réponse, c'était un outil rustique, j'appelle comme ça Géo à carte et données, c'est-à-dire qui permet, avec des solutions accessibles à un seul consultant, à une seule personne, d'avoir un degré de traitement des données très complet. Donc, le millefeuille français, regardez la comparaison entre les différents acteurs européens et vous comprenez l'importance de la tâche. 132 000 donneurs d'ordre, et vous voyez nos confrères européens où ils en sont. Donc autant vous dire que pour dénicher ici et les maîtres d'ouvrage et le nombre de contrats, c'est particulièrement complexe. Ici, je vous ai mis une infographie, vous avez un article tout simple qui mentionne des chiffres clés, mais ça ne vous apprend pas grand-chose sur où et comment sont alimentées les données. Donc on va commencer. Nos donneurs d'ordre, ici on a les EPCI, logiquement, aujourd'hui, ça aurait dû être les seuls donneurs d'ordre. L'État voulait réduire énormément le nombre de compétences et attribuer toute la compétence eau et assainissement aux établissements de coopération intercommunale. Au final, ça a été différé jusqu'en 2026. Ici, vous voyez qu'il y a des territoires ruraux, des territoires urbains, des métropoles. Bon, il est clair que le sens de l'histoire, c'est les zones oranges qui auront les contrats d'eau. Mais voyez les métriques que ça représente ici, en termes d'ouvrage et en termes d'interlocuteurs. Donc, quand on rentre dans le détail, sur le projet, il devait être serré. Sur les métiers donc, de la production, transport et distribution, vous voyez ce qu'est le cycle de l'eau. À chaque fois, c'est un niveau contractuel. Donc, vous avez un périmètre, par exemple, de 4 communes. Là, on utilise le module fusion, qui pèse parfois 300 habitants. Dans le nord de la France, c'est le cas. Ou qui peut peser dans l'ouest. 4 communes, ça pèse plutôt 5000 habitants. Et je ne parle pas de l'urbain. Donc, une très grande variété. La surface ne veut pas dire que vous avez un gros contrat. Vous avez 14 combinaisons possibles pour le périmètre. Et pour être juste statistiquement, il vous faut 14 couches avec les fusions, avec les totaux, pour être parfaitement précis et pour pas qu'il y ait de répétition dans les communes. L'information n'est pas publique
et que chaque opérateur d'eau travaille souvent avec 5-6 couches seulement, avec de l'information imparfaite. Donc voici la cartographie avec un calcul ici des parts de marché. Les parts de marché, si vous raisonnez uniquement en open data, elles sont totalement fausses. Les bonnes parts de marché, vous ne pouvez les calculer qu'en ayant affaire aux chiffres des distributeurs. Donc là, j'ai eu accès à ces chiffres-là. Je vous mets les chiffres qui transparaissent dans la presse, mais je ne peux pas me permettre de vous mettre les données de chacun des opérateurs. Bon, ça joue à 3-4%. Donc dans mes activités, des deux côtés, j'ai eu l'occasion de travailler sur ces sujets-là. Là, c'est la France uniquement sur un segment, la partie station d'épuration. Ici, rapidement, à base de, je crois qu'il y a plus de 10 000 stations d'épuration. Ici, on retient rapidement uniquement les stations d'épuration de plus de 50 000 équivalents habitants. Ici, je n'ai pas attaché de données, mais derrière, il y a énormément de données sur l'année de construction, sur la capacité, sur la filière de traitement. Et on pourrait, si on voulait, traiter la donnée géographiquement pour retenir seulement une partie des critères en utilisant la notion de filtre. Donc ici, je rentre dans le détail géographiquement. Alors là, on utilise la fonction pôle. Bon, là, vous connaissez toutes ces fonctions, mais là, ce qui est intéressant, c'est d'avoir ça à portée de souris sur un seul consultant. Là, c'est pratique quand on est seul à faire ça, d'avoir accès à autant de données sous le coude. Et là, de nouveau, on peut tout filtrer avec ici, vous voyez, plus de précision dans la taille. L'intérêt, c'est qu'on peut avoir un raisonnement ici exploitation, mais également un raisonnement en travaux. Pour la société qui construit des nouvelles stations, avoir le parc, elle peut se dire que je vais prospecter auprès de tel élu parce que j'ai la bonne solution. Comme tous les grands marchés, il faut intervenir longtemps en avance. Donc ici, par exemple, donc on a un territoire, on a un calcul de part de marché. Donc ça, je l'ai fait pour la France entière sur les 14 couches de données. Et ça vous permet d'avoir des tendances. Alors là, j'ai vu une fonction ce matin qui serait extrêmement précieuse pour faire ça, mais c'est sur la licence expert, je crois. C'est la chaîne de temps. Parce que les contrats s'écoulent sur environ 10 ans. Il y a peu de marchés qui ont autant de visibilité. Et pour pouvoir dimensionner votre effort géographique et votre effort de volume, vous allez avoir un marché qui va évoluer avec des échéances contrats de Veolia, de Suez, et d'avoir la dynamique comme ça, c'est intéressant. Donc maintenant, la deuxième partie, plus focus, qui est comment, avec carte et données, on peut augmenter la pertinence et la percussion de son appel d'offres. Donc là, c'est la deuxième partie de l'activité. Comment, de mon plan commercial, de ma segmentation de cible, je vais aller transformer l'essai. Oui, ici, c'est un exemple. Je suis en amont, je sais qu'il y a une problématique sur ce client et je veux me distinguer de mon concurrent. J'ai dans ma besace une solution technologique qui me permet de maintenir les coûts en termes d'accueil physique, de maintenir les coûts en ouvrant des centres physiques d'accueil. Vous conviendrez avec moi que ce n'est pas trop la tendance et c'est rare. Mais là, on maintient les coûts parce que c'est une technologie qui permet de diffuser les appels entrant sur un ensemble de sites. Et l'intérêt, ce que vous racontez dans votre histoire, c'est pour les personnes qui sont en faiblesse numérique ou qui sont les personnes âgées, qui ont besoin d'avoir un conseil physique, on va vous trouver une solution qui sera sans équivalent pour garder un contact physique. Électoralement, vous allez choisir un prestataire également qui va créer de la proximité, non pas dans le verbe, mais dans la réalité. Bon, pour ça, pour justifier l'histoire, en utilisant le module temps d'accès ici, on peut communiquer sur le vélo, les transports en commun et le transport en commun. Donc là, non seulement j'ai l'image qui va servir dans le mémoire, qui va servir dans la synthèse de l'appel d'offres. Dans ces gros appels d'offres, la synthèse peut faire 10 pages. Personne ne lit les milliers de pages d'un appel d'offres. Et à l'audition, on ne va pas mettre ce verbe-là, on va le concentrer, mais c'est une image qui va impacter et qui va pouvoir d'expliquer et de justifier la plus-value. Donc vous avez un degré ici, vous allez raconter l'argument fort, les détails et la méthode que vous avez utilisée pour arriver à ça. Bon, et surtout, et j'oubliais, quand vous avez un client, vous lui montrez ça, il va rentrer, je ne dirais pas en empathie, mais en interface avec vous. Il va être amené à poser une question. Alors si c'est un technicien, il va le faire devant son classeur. Mais si c'est un élu, par exemple, dans un jury, ou même un technicien, ça va l'intéresser parce que vous êtes vraiment chez lui, vous le démontrez. Et une autre solution ici, alors une autre fonction, ça recoupe des choses qu'on a vues ce matin. Pour un appel d'offres, vous avez besoin d'embarquer d'autres partenaires. C'est un peu nouveau, mais avant, j'étais le spécialiste du BTP, je faisais du BTP et c'est tout. Maintenant, sur un appel d'offres un peu conséquent, vous devez vraiment intervenir sur le territoire pour ces enjeux.
Alors des enjeux qui peuvent être de prestige, des enjeux économiques ou des enjeux sociaux, et donc partir avec des partenaires. Le partenaire, on ne décide pas, quand l'appel d'offres est sorti, qu'il y a une université qui est incontournable sur la commune en question, ou une association de protection de l'environnement qui est très proche des décideurs ou très bien vue. Tout ça, vous devez le voir longtemps avant pour pouvoir sécuriser un partenariat. Et après, co-construire votre offre avec ces partenaires. Là, ce que vous pouvez faire avec carte et données, alors c'est aussi de l'intelligence économique, c'est en amont par rapport à un territoire donné, scanner dans l'aire d'influence, en fonction de certains critères, les acteurs qui peuvent vous intéresser. Ça peut être des startups, ça peut être des lycées, ça peut être des collèges, ça peut être un club de sport, toute information que vous aurez réussi à glaner. Si c'est de l'information ouverte, voilà, moi j'ai rentré tous les codes NAF, il y en a 12 millions, donc j'ai dû découper les fichiers. Et territorialement, je peux, à partir des codes NAF, territorialiser et trouver de l'information brute. Donc ça vous permet ici de coupler de l'intelligence, ça vous permet aussi de voir où sont les concurrents. Et en gros, ce que j'ai mis ici, identifier les parties prenantes. Aujourd'hui, des gros appels d'offres, mais c'est vrai dans le commerce en général, on les construit avec le client et avec l'environnement du client. Un dernier degré, un appel d'offres, ce sont aussi des décideurs, donc c'est encore une autre dimension. Alors là, c'est le téléchargement d'Open Data sur le monde politique français. En Open Data, vous pouvez trouver les 550 000 élus français. Comme nous avons beaucoup de donneurs d'ordre, on a un record au moins d'Europe de nombre d'élus. Et vous allez trouver leur nom, leur prénom, l'âge, le métier déclaré. Tout ça, c'est RGPD tant que c'est au niveau de l'État. Après, si vous qualifiez ces données, ça devient plus compliqué. Et vous avez même des fichiers officiels qui vont catégoriser les étiquettes politiques. Donc vous voyez, ici, c'est un résultat d'élection, donc il y a l'étiquette politique. Mais vous pouvez utiliser ce fichier pour voir qui vote quoi ici et par rebond, voir avec votre réseau, vos commerciaux, qui peut ouvrir telle ou telle porte. C'est-à-dire que peut-être que le maire de cette commune qui travaille déjà avec nous, en fait, il est le secrétaire de tel parti et le maire de cette commune-ci est le président du parti en question. Et ça va beaucoup plus vite de regarder ça que de regarder un tableau Excel. Rapidement, ce qu'il y a dans le moteur. Bon, là, c'est un organigramme assez propre. Je suis passé par des choses un peu anarchiques, après beaucoup d'allers-retours avec les équipes support. Mais avec deux modules qui sont assez magiques, la sélection de pôle et le filtre, avec lequel on peut à peu près tout faire. Sauf que lorsqu'on n'est pas équipé de la licence expert, et on a vite fait d'oublier ici quelques petites informations. Voilà, donc ce que je vous ai montré, beaucoup de temps consacré à l'import de données avec des gros volumes, d'ajuster les fichiers, ça j'en parlais tout à l'heure avec des gens. Excel, c'est formidable, mais alors, quand on fait de l'import de données, vous avez toujours un espace qui traîne là où il ne devrait pas. Si vous importez des données d'Internet, alors là c'est la catastrophe, il y a un tas de choses qui traînent. Lorsqu'on fait de l'import, si on ne connaît pas cette fonction-là, on souffre. Les espaces traînants, enfin, c'est des choses qui doivent parler à beaucoup d'entre vous, mais quand vous travaillez sur un nombre de données phénoménal, c'est assez pénible. Donc à peu près 3 semaines, je pense que maintenant, je le ferai en beaucoup plus vite parce que j'ai plein de données sources qui sont déjà intégrées. Donc voilà, l'enseignement, c'est que voilà, la complétude de la data, c'est essentiel, on le dit toujours. L'outil est puissant, bon, il y a des petits détails à bien maîtriser, mais c'est d'abord la donnée propre qui est essentielle. Donc voilà, le levier de performance pour moi dans le futur, alors, ce matin j'ai bien vu les choses, mais ça serait l'expert qui permet d'automatiser à mon avis et d'éviter un certain nombre d'erreurs. Et dans mon processus décisionnel pour moi ou pour mes clients, c'est la stratégie, vous avez compris pourquoi. Sur un nombre de contrats pareils, c'est extrêmement difficile de segmenter. Quand vous êtes un acteur majeur, vous avez du renseignement humain, entre guillemets, qui va connaître son territoire. Si vous êtes un challenger ou un sous-traitant, vous avez besoin de vous y retrouver dans ce maquis d'informations pour mesurer votre effort commercial et mettre les ressources là où vous devez les mettre. Et le commercial, je ne sais pas si vous l'avez compris, mais sur l'appui aux appels d'offres, c'est vraiment d'être capable de valoriser la donnée. Et ce que j'ai appelé freemium, là, c'est être capable de montrer en vente, de mon côté, aux clients, sans pour moi passer trop de temps, que d'emblée, je peux apporter beaucoup de valeur ajoutée, très vite et sur mesure pour ces clients. Et ça, c'est différenciant par rapport à des cabinets. Bon, rapidement, voilà, la puissance du couple, bon, je ne vais pas être trop long parce que là, j'arrive au terme.
Alors j'utilise le terme rustique, c'est pas dévalorisant par rapport à la solution, mais la solution, elle couple la puissance, mais aussi voilà, l'accessibilité à quelqu'un qui n'est pas un pur informaticien. On peut faire énormément de choses sur beaucoup de terrains, mais il faut mettre les mains dedans. Mais sinon, c'est voilà, rapidement très puissant. Voilà, et je voulais terminer par un petit clin d'œil à Arctic. Vous avez compris que j'avais un goût pour la géopolitique. Et vous voyez, en 2007, il y a un géopoliticien qui s'appelle François Tchal, qui a écrit ce livre, parce que les gens n'y pensent pas trop aujourd'hui, mais avec la fonte du pôle, les routes commerciales vont totalement changer. Et aujourd'hui, par exemple, vous avez la Chine qui achète du terrain en Norvège pour implanter des hangars. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un petit clin d'œil qui mêlait à la fois la cartographie. En 2007 déjà, vous aviez beaucoup de cartes dans cet ouvrage. Je vous remercie de votre attention et je suis disponible pour vos questions. Alors, tout d'abord, merci pour cette intervention. Moi, j'avais une toute petite question, c'était concernant en fait le gain, l'apport des solutions de cartographie pour vous. Précédemment, comment faisiez-vous? Est-ce que c'était externalisé, internalisé? Est-ce que vous utilisez d'autres outils? Et pourquoi effectivement ce choix de carte et données? Vous nous avez déjà démontré qu'il y avait effectivement toute cette approche en amont et dans le cadre de l'appel d'offres. Mais est-ce que vous aviez effectivement d'autres solutions précédemment qui étaient capables d'y répondre? Qu'est-ce que vous faisiez avant? Je vais passer sous les fourches codines de la DSI et on vous propose de faire un cahier des charges, de passer donc par la DSI, de consulter je vous les cite, les grands acteurs que sont Esri, GeoConcept et à l'époque MapInfo qui n'est pas très bien soutenu, et les deux premiers qui sont des monstres et qui ne sont pas adaptés à vos besoins. Parce que vos besoins, ils sont évolutifs. Formaliser un cahier des charges comme une grande DSI l'exige, ça prend un temps fou. Si on vous oblige à prendre un consultant extérieur, on n'en sort pas alors que vos besoins, vous le connaissez bien. Donc, je me souviens, il y a un certain nombre d'années, j'avais consulté toute la place, donc les 3 noms que je vous ai cités, en leur demandant de me faire une carte devant moi, pouvant faire des fusions, etc. Et à l'époque, la solution qui avait retenu mon attention, c'était carte et données. Mais côté DSI, ce n'était pas l'outil qui leur convenait. Ils ont absolument voulu faire un outil sous Esri qui a été abandonné très vite parce que les gens n'avaient pas le temps d'y passer du temps et c'était beaucoup trop rigide. Dès 2005, moi à chaque fois j'étais confronté au poste que j'avais au LBO à fournir aux actionnaires ou aux dirigeants d'entreprise pour les actionnaires tout ce que je vous ai montré là. C'est-à-dire les contrats sur 10 ans, les zones urbaines, les zones rurales. Dans le tableau Excel, il y avait des valeurs économiques, mais il fallait absolument voir géographiquement ce qui était près l'un de l'autre, etc. Donc du coup, lorsque j'ai gagné mon... Alors avant, il y a un moment important, on avait, ça je vous l'ai expliqué, j'ai été chargé de la transformation digitale pour tous les outils commerciaux du groupe de 2014 à 2017. Et donc un CRM et le coupler justement avec un logiciel géographique. Là, on avait pris une grosse solution sur étagère, mais pour une fois, ça allait parce qu'elle était très souple. Et surtout, elle permettait de connecter en réseau immédiatement la France entière. Mais c'était une solution lourde. Une PME qui n'a pas un gros service informatique ne peut pas mettre en place une solution pareille. Et donc, clairement, moi, ce que j'avais dans la tête, c'était carte et données. Et quand je me suis mis indépendant, d'emblée, j'ai choisi cette solution parce qu'elle permet en solo d'aller très vite pour produire soi-même ses cartes et sur mesure. Mais par rapport à ce que j'ai vu ce matin, je suis persuadé que dans certaines directions, ils sont à même d'utiliser cartes et données. Quand on prend la fonction Atlas, sinon l'enjeu, c'est que si vous n'avez pas une personne, un demi-ETP qui travaille là-dessus, on perd très vite en compétences avec l'application. Mais en revanche, en travaillant avec la version Atlas, en ayant bien exprimé ses besoins, mais en l'adaptant de temps en temps, on peut avoir une solution qui est puissante pour émanciper, excusez-moi du terme, une direction marketing de toute la partie SIG. Alors bien sûr, il faut mettre une sécurité informatique, mais il faut trouver un data scientist du SIG pour, par exemple, enfin du SIG, du SI de l'entreprise pour exporter les données clientèle. Alors, sur un appel d'offres, vous pouvez être amené, par exemple, à montrer où se trouvent les réclamations sur un territoire. Vous voyez, c'est typiquement du marketing. Et dire, sur le quartier nord-est de la ville, on va être amené à faire ça.